comment est-ce que les investisseurs se positionnent par rapport à ce qu'on vient de décrire, notamment pour l'Europe? Parlons-en avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau également, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue, Franklin. Bonjour Grégoire. Bon, Evelyne a bien décrit effectivement une situation complexe aujourd'hui en Europe. Bon, le CAC est à 6100 points au moment où on se parle. C'est pas encore le krach, c'est pas la panique, il n'y a pas de capitulation là, des investisseurs sur le marché européen à ce stade. Non, quand il y a des baisses un peu plus importantes que d'autres, on appelle ça des sell-off, et puis finalement, c'est jamais totalement off, puisque ça se répète et qu'on le voit. On voit que les investisseurs, derrière toutes ces données macro, ont du mal à comprendre et à anticiper quelles seront l'évolution des marchés dans les prochains mois. Dans ce contexte-là, eh bien, comme c'est très souvent le cas, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, on voit les gérants qui se raccrochent aux chartistes, à l'analyse technique, et on voit pour le CAC, par exemple, que quand on se rapproche de 6000 points, le marché repart. Quand on est à 6100 points, le marché consolide un petit peu. Donc on a un range d'une centaine de points depuis quelques temps. C'est rassurant de se dire qu'on reste dans un range, on a identifié les bornes. En termes de psychologie de marché, c'est finalement assez rassurant. Ça reste canalisé d'une certaine manière. C'est ça. On aimerait bien savoir quel sera le coup d'après. Ouais. Comme vous le disiez, est-ce qu'on aura une capitulation et qu'on va franchement casser les 6000 points? Est-ce qu'au contraire, à la faveur peut-être de la BCE cet après-midi, de la Fed le 21 septembre, on va s'affranchir de certaines craintes et peut-être, et puis comme le disait Evelyne, le discours qui accompagnera au-delà de ce chiffre de hausse des taux, voir un petit peu comment on va organiser l'avenir. Nous, de notre côté, ça nous permet de toujours mettre de l'ordre dans les portefeuilles, de renforcer la part américaine des portefeuilles parce que là encore, Evelyne vient de bien expliquer la complexité de la situation européenne, énergétique, politique, économique. Et on trouve que, même si évidemment la situation n'est pas limpide et transparente aux États-Unis, on a quand même l'avantage de ne pas avoir la Pologne qui va se mettre en barrière, en opposition au reste de la zone. Aux États-Unis, même s'il y a des débats entre la Chambre et le Sénat, on est quand même avec une visibilité certainement. Et puis on a eu des indicateurs économiques qui montrent que l'économie américaine reste quand même très solide. Mais c'était le débat qu'on avait hier soir en plateau. Soft landing américain, est-ce que c'est encore possible? La conclusion, alors j'étais avec des économistes optimistes peut-être, mais oui, peut-être même que les chances d'un soft landing, elles restent peut-être faibles, mais elles se renforcent. En tout cas, pour l'instant, il y a quand même l'idée que l'inflation, qu'un certain nombre de pressions inflationnistes sont en train de se détendre, avec une dégradation minimale du marché du travail. Et quand je dis dégradation, on reste sur un marché du travail très très tendu. Pour l'instant, c'est le plan parfait pour l'instant. Oui, pour le moment, c'est le plan parfait. Et puis l'autre argument, c'est qu'effectivement, les investisseurs n'ont pas envie d'avoir trop d'euros en ce moment. Ils préfèrent être sur le dollar, même si on est à parité, qu'on casse cette parité cette semaine encore à nouveau, eh bien, on considère qu'on est peut-être plus protégé en étant sur des actions américaines avec du dollar plutôt que sur des entreprises dont on a une visibilité un petit peu plus sombre dans les mois à venir en Europe. En revanche, on continue de privilégier et d'avoir des valeurs très internationales qui libellent une part importante de leurs marchandises en dollars. Je pense à Safran, par exemple. Oui. On a vu, d'ailleurs, c'est un titre qui valait 100 euros, qui était 150 euros, qui était tombé à 50 euros au lendemain du Covid, qui est autour de 100 euros aujourd'hui. Les objectifs des analystes, c'est entre 134 et 135. Et puis Goldman, hier, sort une étude, revoit à la hausse et passé de 134 à 150 euros, d'où la hausse marquée de Safran hier. Donc on est sur des titres comme ça qu'on va aller sélectionner dans la cote en se disant... Si on reste sur des valeurs européennes, on reste sur des valeurs européennes qui offrent un potentiel malgré les nuages qui ne cessent d'assombrir le ciel en ce moment.
Des valeurs dollars, quoi. Les valeurs dollars. On trouve en Europe des valeurs dollars, mais Bien on sûr. est toujours sur l'idée du dollar. Bien sûr. Dollar fort, effectivement, historiquement fort face à un ensemble de devises, pas que l'euro, bien sûr, le sterling, le yen japonais, qui sont effectivement là des devises qui se sont littéralement crachées tout au long de ces derniers mois. Il y a un dossier qui a fait l'actualité hier et qui mérite qu'on y revienne encore aujourd'hui, Franklin, c'est le dossier Ubisoft. Effectivement, moins 18% quand même à la clôture, alors que Tencent se donne les moyens d'augmenter sa participation dans Ubisoft. Comment on explique déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la mécanique capitalistique qui est en train de se mettre en place et comment on explique la chute du titre Ubisoft hier? Alors on va déjà replacer Ubisoft dans un contexte, un secteur où on voit les grands majors tenter de rafler et de ramasser les éditeurs de jeux vidéo. On a actuellement Amazon avec Electronic Arts, on a eu d'autres opérations avec des niveaux de valorisation qui portaient un petit peu et qui soutenaient Ubisoft, et une opération qui aujourd'hui se fait avec Tencent, mais qui est une opération qui finalement est une très bonne opération pour la famille et une très mauvaise opération pour les actionnaires minoritaires individuels d'Ubisoft. Je m'explique. La famille Guillemot, donc à travers sa holding, pour faire simple, va faire céder pour 200 millions, faire une augmentation de capital de 100 millions, donc ça va être un petit peu dilué au passage, et tout ça sur un cours de 80 euros. Mais du coup, Tencent va bloquer, et également pour se protéger contre une OPA inamicale et autres. Et donc, la spéculation s'est totalement envolée sur le titre, d'où cette correction que vous citiez de moins 18% hier, où les investisseurs ont vendu le titre, ceux qui attendaient une OPA sur Ubisoft se sont dit, maintenant ça ne nous intéresse plus, il n'y a plus rien à gagner. Oui, c'est ça. Donc, Tencent a verrouillé le dossier face à d'autres acquéreurs potentiels. Avec des montages, prise de participation de 49%. Dans la holding Guillemot, c'est ça. Tencent est à 49% de la holding familiale. Donc pas et sinon ils sont à 10% du capital. Et donc pas besoin de lancer une OPA, encore moins une OPA à 80 euros. Donc les actionnaires sont perdants sur toute la longueur. Alors maintenant, on commence à lire, le lendemain de la débâcle, j'ai envie de dire, que finalement, il y a quand même des jeux et des sorties de jeux qui sont prévues avec une croissance embarquée et des bonnes nouvelles qui peuvent aller. Donc, autour de 35 euros à peu près, c'est peut-être pour ceux qui n'en avaient pas, qui n'en ont jamais eu, l'occasion, une fois que la spéculation est verrouillée et terminée, l'occasion de revenir sur un titre qui, malgré tout, a une vraie valeur en tant que modèle industriel. Bon, Ubisoft, effectivement, alors sous la coupe de Tencent, en tout cas Tencent, le chinois, a verrouillé, sécurisé son périmètre autour d'Ubisoft. On ne parle pas d'OPA, bien sûr, pour l'instant, mais en tout cas, si un autre acquéreur voulait lancer une offre sur Ubisoft, ce serait sans doute pour lui très compliqué avec le contrôle qu'a pris Tencent désormais, y compris jusque dans la holding de la famille Guillemot. Ce qui m'intéresse aussi, alors, on est tous très méfiants sur la situation européenne. Du point de vue du marché, peut-être que dans les prochaines semaines, on va vivre la plus grosse opération d'introduction en bourse de l'histoire européenne, de l'histoire allemande et de l'histoire européenne, avec Porsche, qui a confirmé sa volonté d'aller en bourse dans les prochaines semaines, modulo les conditions de marché. Mais quand même, visiblement, le travail a été bien avancé. On a sécurisé un tour de table ou une valorisation, en tout cas, qui pourrait permettre à Porsche peut-être de peser jusqu'à 85 milliards d'euros en bourse sur cette opération d'introduction. Oui, ça donne un peu le vertige. Alors effectivement, c'est la plus grosse IPO en Allemagne. Je crois qu'en Europe, il y en a une en 1999, donc j'étais pas né. Ça remonte. Et donc, effectivement, ça remonte. Ce qui fait un petit peu peur dans ce contexte-là, c'est le niveau de valorisation. On parle de quelque chose, comme vous le disiez, sur les fourchettes les plus larges, entre 60 et 85 milliards. Quand vous voyez la capitalisation boursière de Volkswagen, on est autour de 83 milliards. Quand on regarde
une autre voiture de luxe. Oui, parce que Porsche, c'est pas une voiture, c'est pas juste une voiture, voilà. Porsche. Mais, alors, c'est vrai que le marché n'est pas tout à fait identique, mais vous regardez Ferrari, c'est 36 milliards la capitalisation. Quand vous regardez Mercedes, c'est 33 milliards. Et puis, si on veut se faire mal, Renault, c'est 7 milliards et demi. Stellantis, c'est 13 milliards. Donc, on est vraiment sur un truc absolument prodigieux. Et puis, nous, on est quand même un petit peu méfiants parce qu'il y a quelques années, Porsche cotait. Et puis, il y a eu une histoire de micmac où il y avait eu des rachats. Il y a eu un squeeze. Il y a eu un squeeze énorme. Et où tout le monde avait tout perdu. Je me souviens que le cours de Porsche à l'époque valait quasiment 200 €. Et puis, on était tombé à 80, 70 €. Donc, ça avait été pas forcément une bonne opération pour tout le monde. On revient avec des niveaux de valorisation extrêmement élevés. Comme vous le disiez, c'est pour la fin du mois. Pour y voir un peu plus clair, pour une introduction plutôt vers la fin de l'année, on va voir un petit peu comment ça va s'affiner et comment on peut partir sur des niveaux de valorisation pareils. Bon, effectivement, Porsche, ça se compare peut-être en termes de multiples plutôt à l'industrie du luxe, mais comme Ferrari, voilà, on compare ça plutôt à Hermès, Hermès et LVMH plutôt qu'à Renault ou même Volkswagen, qui sont pour eux des purs players de l'automobile pour tous, ce qui n'est pas le cas de Porsche et Ferrari. Merci beaucoup Franklin, on vous retrouve tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse pour nous apporter votre éclairage de marché. Franklin Pichard qui était avec nous donc aujourd'hui, le directeur général de Kipling Finance.